Bien, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bruno et moi sommes heureux de vous retrouver pour notre réunion mensuelle, la gestion patrimoniale en action, au cours de laquelle nous parlons de, bien sûr, nos convictions, ce que nous avons fait en termes d'investissement et des performances réalisées dans les fonds Finaltis Titan et Finaltis Digital Leader. On est très heureux de vous présenter notre nouveau micro. On s'est offert un jouet type Bourdin afin que tout le monde puisse nous entendre. On avait eu quelques remarques sur la qualité de la sono de notre prestation. Vous voyez qu'on n'a pas du tout lésiné. Le truc est absolument monstrueux, très très laid. Et on espère qu'au moins il sera efficace. Voilà. Alors tout de suite, passons à cette présentation. Évidemment, bon, l'avertissement traditionnel qu'on connaît tous par cœur, vous avez remarqué qu'on en a mis un bout en gras, mais ça, on ne va pas le réciter devant vous. Donc, comme traditionnellement, nous aimons commencer ces réunions par quelques chiffres. Les performances de septembre pour nos de février pour nos deux fonds, donc Finaltis Titan, gestion flexible en action mondiale, des valeurs investment grade equity. À fin février, nous avons perdu 80 centimes sur le mois, ce qui est une relative résilience par rapport à des marchés qui eux-mêmes ont eu un comportement particulièrement en fin de mois compliqué. On y reviendra, teinté d'une rotation sectorielle très violente et d'une remontée des taux, ce qui positionne le fonds Finaltis Titan à moins 1,8 depuis le début de l'année à fin février. On va voir que les choses sont différentes avec le mois de mars. Finaltis Digital Leader, lui, est à plus 2,2 depuis le début de l'année, avec un mois de février qui s'est bien passé, malgré la rotation sectorielle, puisque le fonds a gagné 2,6%. Si on prend cette photo non plus à fin février, mais à hier, grâce aux quelques jours de mars, eh bien, cette photo est fort différente puisque Finaltis Titan est à plus 1,2 depuis le début de l'année avec un mois de mars qui commence extrêmement bien, plus 3,1%. Et Finaltis Digital Leader, lui, est étal autour de zéro depuis le début du mois avec une performance year to date depuis le début de l'année à toujours plus 2,2%. Les notes de durabilité des fonds sont toujours très bonnes puisque nous voyons attribuer pour chacun des fonds 4 globes de durabilité par Morningstar Sustainalytics. Donc, dans son univers concurrentiel qui compte 1131 fonds d'allocation flexible monde, Titan se comporte bien avec chaque année une surperformance. Depuis le début de l'année, on est en légère surperformance, on y viendra. Dans la rotation sectorielle, évidemment, on souffre un peu puisque notre style de gestion particulier est orienté croissance durable, bien sûr. On ne va pas se réinventer et on va voir que ce qui a le mieux marché, les meilleures idées d'investissement depuis le début de l'année, c'était à peu près tout l'inverse. Donc, être positif depuis le début de l'année, malgré ça, c'est pas mal. Alors, notre présentation, alors avant d'entrer dans la macroéconomie, généralement, on parle de points géopolitiques. On a choisi, Bruno et moi, de vous parler sur ce fonds de porte-avions américain nucléaire USS Nimitz. C'est une photo qui a 2 semaines, puisque le USS Nimitz, accompagné du USS Theodore Roosevelt, un autre porte-avions nucléaire, ont croisé en mer de Chine méridionale, de façon à bien affirmer auprès de, on sait tous qui, la Chine, que l'armée américaine et la marine américaine étaient bien présentes et que l'île de Taïwan, notamment, serait défendue. Alors, on a choisi donc de parler de ce qui se passe en ce moment autour de Taïwan, très brièvement. Pourquoi? Parce que, bien entendu, dans l'économie mondiale et dans la géopolitique mondiale, avec un shift de l'épicentre de notre monde vers l'Asie, l'île de Taïwan, après ce qui est arrivé à Hong Kong, fait l'objet de nombreuses attentions. Tout le monde sait que la Chine considère que l'île de Taïwan est chinoise, elle lui appartient, que c'est une région et que ce sont de dangereux sécessionnistes qu'il faut faire revenir rapidement dans le giron de la Chine communiste. Et donc l'armée populaire de libération, c'est comme ça que s'appelle l'armée chinoise, n'a de cesse
de démontrer que Taïwan est une province chinoise en envolant des avions au-dessus de Taïwan, violant son espace aérien, et par tous les moyens possibles, montrant que Taïwan est intégré au territoire chinois. Alors, il y a des façons extrêmement agressives de le faire. On sait tous que les Chinois sont en train d'équiper militairement, de militariser des îlots tout autour de la mer de Chine pour pouvoir affirmer leur présence militaire et surtout pour exclure quiconque, et en premier lieu les Américains, de ce qu'ils considèrent être leur pré, non pas carré, mais enfin leur pré maritime en tout cas. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les Américains, évidemment, toute administration confondue, il y a une remarquable continuité entre l'administration Trump et l'administration Biden, en l'occurrence, a parfaitement conscience de ça et sait très bien que c'est là que ça va se jouer et qu'en l'occurrence, la marine américaine doit renforcer ses moyens. Avant-hier, l'amiral qui dirige l'escadre américaine du Pacifique, de l'Indo-Pacifique, comme il l'appelle, donc le commandement Indo-Pacifique, a réclamé 20 milliards de dollars supplémentaires pour mieux équiper l'île de Guam, donc qui est une base militaire navale extrêmement importante pour les États-Unis, en expliquant qu'à ce jour, et vraisemblablement au cours des 5 prochaines années, on allait avoir à faire face peut-être à au moins des provocations et peut-être une agression de la part de la Chine avec comme objectif final Taïwan, et qui passerait par une éradication préalable de Guam, qui du point de vue des Chinois, évidemment, est une verrue dans leur pré maritime. Hier, donc c'est tout à fait récent, hein, la Corée du Sud a, par la voix de sa présidence de la République, hein, l'administration présidentielle, a annoncé tout à fait officiellement qu'elle envisageait d'adhérer à l'alliance dite Quad, qui est une alliance bâtie avec et autour des États-Unis par l'Australie, le Japon et l'Inde, qui est une alliance dont l'objectif totalement affiché est de contenir la Chine. Bien entendu, on ne peut pas parler de macroéconomie sans faire un point rapide sur les politiques de vaccination dans le monde, puisque la pandémie, au stade où elle est aujourd'hui, en tout cas pour les économies développées, c'est un stade de mise en place d'une stratégie de vaccination. Il y a 3 grands paquets, entre guillemets, de pays et d'approches vaccinales. Très clairement, en commençant en haut à gauche, vous avez ceux qui ont mené une politique extrêmement volontariste, très rapide de vaccination de leur population, qu'il s'agisse d'administrer 1 ou 2 doses rapidement, comme Israël, qui est parmi les pays de toute catégorie, en excluant Gibraltar, qui a des chiffres encore plus élevés en pourcentage de population vaccinée, mais on parle de 25 000 personnes. Donc Israël est à plus de 50%, largement plus de 50% de sa population vaccinée. Le Royaume-Uni, qui a plus du tiers, pratiquement 35% maintenant de sa population qui a reçu au moins 1 dose, mais très peu de sa population qui en a reçu 2. C'est une stratégie un peu particulière. Le 3e pays qu'on vous a cité, c'est un pays qui est très en pointe en Amérique latine, c'est le Chili, donc, qui est un des rares pays d'Amérique latine à avoir une politique volontariste en la matière. La plupart des autres pays, Brésil en tête, ou j'ai envie de dire plutôt en queue, ressemblent plus à ce que fait la Russie en termes de chiffres, c'est-à-dire à peine 1%, à peine 1%, un peu plus de 1% de la population ayant reçu 2 doses et autour de 3% de la population ayant reçu 1 seule dose. Les États-Unis sont très en pointe également, ils vont très vite. L'Europe, c'est le 2e paquet, avec parmi les Européens un pays, la Hongrie, le premier, qui court un tout petit peu plus vite que les autres, mais enfin, en Europe, on est autour de 10% de la population qui a reçu 1 ou 2 doses de vaccin. La France est dans ce groupe, on va dire, de pays dont la politique vaccinatoire avance assez peu rapidement. Alors, une petite surprise, c'est la Russie. C'est une surprise parce que c'est un des pays qui a été parmi les premiers à sortir un vaccin, le fameux Sputnik 5, qui semble avoir bien du mal à être déployé dans son propre pays, puisque la Russie, à ce jour, est même en retard sur tous les pays d'Europe, qui sont pourtant pas très rapides en la matière. Et enfin, dernier paquet de pays, si je puis me permettre, sont ceux qui, pour des raisons diverses et variées, ont moins de 1% de la population vaccinée et parfois n'ont même pas encore commencé à vacciner. Alors, parmi ces pays-là, on a des pays qui ont vaincu, entre guillemets, très tôt
le virus, voire qui ont été très peu impactés parce qu'ils ont eu des politiques très volontaristes pour empêcher le virus d'entrer sur leur territoire. C'est le cas, par exemple, il n'y a pas le drapeau, mais c'est le cas de la Corée du Sud ou du Vietnam, par exemple, qui sont qui ne vaccinent pas trop vite. En revanche, il y a des cas un peu plus problématiques comme l'Inde. L'Inde, où on le sait tous, le virus a été très présent, a beaucoup circulé, et qui est en plus un des laboratoires pharmaceutiques du monde, mais qui a du mal à déployer sur sa population une vaccination à grande échelle. Et puis, un peu plus problématique encore, l'Afrique du Sud, et je m'arrêterai là, puisque l'Afrique du Sud a carrément arrêté sa vaccination, puisque le fameux variant, tristement célèbre variant sud-africain, est non seulement très contagieux et très mortel, mais plus mortel que les versions entre guillemets classiques, mais en plus, on n'est pas totalement sûr que les vaccins disponibles les traitent. Alors, traditionnellement, Bruno nous résume les épisodes précédents. Donc, les épisodes précédents. Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi toute la série Netflix des webinaires Finalty, donc le mois dernier, on avait parlé bien sûr du vaccin et surtout de la corrélation entre la bonne gestion de la crise sanitaire et la résilience de l'économie. Donc, si on gère bien la crise sanitaire, on sauve son économie. C'est exactement le contraire que nous racontent les journalistes et les hommes politiques, surtout français. Ce débat n'a aucun sens. Il n'avait aucun sens il y a un mois. Il n'a aucun sens aujourd'hui. Il ne faut pas opposer gestion sanitaire et bonne tenue de l'économie. Ce sont les deux faces de la même pièce. On va reparler du caractère absolument extraordinaire de la crise qu'on vit. On va reparler bien sûr des banques centrales. Le mois dernier, on avait regardé le graphe qui, pour nous, chez Finalty, c'est sans doute le plus important de la crise, qui met en parallèle le S&P 500 et le bilan de la Fed, qui vont bien entendu dans la même direction. Et bien sûr, on fera un point sur la fameuse rotation sectorielle et le travail délicat de tous les gens dans nos métiers qui allouent du capital pour trouver le bon équilibre entre reopen, stay at home, mais aussi défensive et cyclique. Alors, vous pensiez être débarrassé du virus, ça non, vous le saviez, mais débarrassé de moi, en tout cas, parlons du virus, ça c'était possible. Eh bien non, puisque comme à chaque fois qu'on est frappé par un événement aussi violent, brutal, la gestion mondiale de la crise du coronavirus a eu un coût pour l'économie mondiale qui est estimé entre 8 et 16 trilliards de dollars. Donc, c'est le coût qu'on estime aujourd'hui. C'est un coût absolument faramineux et comme à chaque fois qu'on est impacté par un événement d'une telle ampleur, on se pose plein de questions, on se dit est-ce que ça va se reproduire, est-ce que ça peut se reproduire? Il existe aujourd'hui un risque de pandémie récurrent, on en a tous conscience. Il y a même une organisation intergouvernementale, dont vous voyez le logo et le nom, l'acronyme sur cette présentation, dont le job est en fait de monitorer ce risque et si possible de le circonscrire. On a des chiffres, on en a certains en tête, on sait qu'il y a un lien entre l'accroissement du risque pandémique en tout cas, et la réduction de la biodiversité. On sait qu'on a à peu près 1 million d'espèces animales qui sont menacées sur les 8 millions qu'on a répertoriés et que la réduction de la biodiversité ne fait qu'accroître le risque pandémique et notamment un type de risque bien particulier qui s'est matérialisé avec le SARS-CoV-2, le responsable du Covid-19, mais également de la grippe, de toutes les grippes saisonnières, du SARS, du MERS, ce sont les zoonoses. Donc, ce sont en fait des maladies d'origine animale qui se transmettent à l'homme. Or, on sait aussi que sur les 2000 virus à peu près connus à ce jour, on estime que ça représente à peu près 0,1% du risque viral de type zoonotique potentiel. Donc, on est très, très, très loin de maîtriser en réalité ce risque. On est même très, très loin d'être capable de le quantifier à ce jour. Alors qu'on est face à un risque qu'on ne sait pas quantifier, on sait juste qu'on en maîtrise qu'un tout petit bout et qu'on n'en connaît qu'un tout petit bout. On a un coût de matérialisation d'un de ces risques, en l'occurrence sous forme du Covid-19, qui est de 8 à 16 trilliards de dollars, comme je l'évoquais. Pour autant, on ne consacre à ce jour qu'entre 78 et 91 milliards de dollars, selon les sources et selon le périmètre qu'on prend en compte, pour conserver la biodiversité. C'est une somme dérisoire au regard au coût que représentent ces pandémies, et notamment au coût économique. Alors bien sûr, il y a des actions pour lutter contre ça. Alors il y a une action coordonnée entre les pays dans le cadre de l'ONU. Là, cette action
pour préserver la biodiversité, elle commence déjà par mesurer cette biodiversité, avoir des indicateurs communs. On n'en est pas encore là. On a des indicateurs épars sur les régions, sur les pays. On ne mesure pas du tout la même chose. Et avant même de coordonner nos politiques, il faut qu'on s'accorde sur la façon de mesurer cette biodiversité. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en octobre prochain dans une COP. Alors, une COP, c'est une réunion des différentes parties de l'ONU sur un thème bien particulier. On connaît tous la COP 21 qui a eu lieu à Paris, mais là, c'est la COP 15. C'est la 15e réunion sur la biodiversité, la diversité biologique de l'ONU. Elle aura lieu en Chine. Voilà, donc en octobre prochain. Ça, ce sont des initiatives entre les pays, des initiatives souveraines. Il y a des initiatives au niveau de plein d'entreprises. On vous a fait figurer 3 titans qu'on aime beaucoup et qui ont des initiatives à leur échelle. 2 bureaux de contrôle, la SGS, la société suisse, Bureau Veritas, les Français, qui en l'occurrence travaillent sur une meilleure traçabilité. C'est très important, évidemment, pour éviter la propagation d'un virus à travers cette traçabilité. Si jamais une des briques de la chaîne constituant ce qu'on cherche à observer est contaminée, eh bien qu'on sache exactement où sont les autres briques qui ont pu potentiellement être contaminées. C'est effectivement un travail au moins de prévention et potentiellement d'information essentiel. Et quant à, encore une fois, un autre exemple, il est modeste, mais quand même, on parle de Sodexo, une grande entreprise qui s'engage à travailler à son échelle, à lutter, entre guillemets, contre l'élimination de certaines espèces animales ou l'exploitation intensive de celles-ci, en proposant des recettes, d'augmenter très fortement les recettes à base de plats végétariens, donc n'utilisant pas de viande. Alors, on voulait revenir sur le caractère proprement extraordinaire, au premier sens du terme, de cette crise, qui appelle bien sûr beaucoup d'humilité chez tous les investisseurs professionnels, puisque aujourd'hui, le seul gérant ou la seule gérante qui pourrait rouler un peu des mécaniques en disant « mais moi aussi, j'ai géré dans une crise énorme », c'est quelqu'un qui aurait été aux manettes d'un portefeuille d'actions en 1929, et malheureusement, je ne crois pas qu'il y en ait aujourd'hui en activité dans le marché. Donc, pourquoi c'est extraordinaire? C'est parce que la récession qu'on vit, et là on va faire un focus sur les États-Unis, est la plus importante récession, est 5 fois plus importante que la moyenne des récessions connues aux États-Unis depuis 1945, mais dans le même temps, elle a eu une durée 25 fois plus courte que la moyenne des récessions, 25% plus courte que la moyenne des récessions qu'on avait connues. Dans le même temps, on a créé aux États-Unis, dans cette crise liée à la pandémie, en un temps record, 11 millions de chômeurs, et de manière très surprenante, on a connu dans la période du Covid la plus importante hausse de revenus des ménages depuis 20 ans. On a également fait face dans cette crise à on a constaté en tout cas une augmentation du déficit budgétaire américain en moins de 3 mois, qui a augmenté plus que pendant les dernières récessions cumulées. On parle bien de cumul, donc vous ajoutez 73, 82, 90, 2000 et la grande crise financière de 2008, et tout ça égale à 3 mois de déficit budgétaire en 2020. Dans le même temps, on a en 6 semaines seulement la Fed, pilotée par Powell, a acheté plus de bons du Trésor que Ben Bernanke et Janet Yellen en 10 ans. On se rappelle tous qu'il y a quelques années, pendant le quantitative easing, on criait déjà au fou quand Ben Bernanke se caressait la barbe en rachetant des monceaux de bons du Trésor. Tout ça a été fait, 10 ans de rachat ont été faits en moins de 6 semaines. La dette des entreprises a augmenté de 500 milliards. C'est très curieux, puisqu'on sait bien qu'une bonne crise, ça sert aussi à apurer le système, et ça sert à réduire la dette des agents publics et surtout des agents privés. Et en l'occurrence, la dette avait beaucoup baissé en 2008. Elle a augmenté cette fois-ci. Si on regarde au niveau mondial, ce n'est pas beaucoup plus réjouissant, puisque là aussi, dette publique et privée explose. 2020 va rajouter 24 000 milliards de dollars de dette dans ce bas monde. Donc, le stock aujourd'hui est de 280 trilliards de dettes, 355% du PIB, du PNB mondial. Donc, vous voyez que cette proportion, en tout cas, le stock de dette monte de manière assez dangereuse. Et finalement, la seule certitude qu'on a à ce stade de l'année 2021, c'est qu'on sera condamné, et on voit les programmes d'émission. Vous savez que le gouvernement américain
Américain a sur les derniers jours un programme d'émission monstrueux de 120 milliards de dollars en quelques jours. Donc, on sait que États-Unis, France et tous les autres, on va dire, vont devoir continuer à s'endetter, ne serait-ce que pour payer la charge d'intérêt qu'on a générée, supplémentaire qu'on a générée en 2020. Donc, le monde dans lequel on vit devient de plus en plus un monde japonais. Donc, les Japonais avaient pris un peu d'avance sur nous parce que dès les années 2000, ils avaient bien sûr beaucoup de déficits budgétaires et puis une banque centrale qui était déjà dans le concept dont on parle plus récemment pour les États-Unis et pour l'Europe, qui est le YCC, le Yield Curve Control. Donc, en gros, la banque centrale, dont le mandat initial est de contrôler bien sûr la partie courte de la courbe, contrôle toute la courbe de 2 mois à 30 ans. Et vous voyez que les Japonais avaient pris un peu d'avance, mais dans cette espèce de tourbillon japonais est entraîné en orange l'Allemagne et en bleu les États-Unis. Alors, tout à la fin de ce graphique, vous voyez que ça remonte un petit peu et c'est ça la rotation sectorielle qui occupe tant les esprits ces temps-ci. Donc, un angle un peu original pour regarder la rotation sectorielle nous semblait être de regarder l'or et le cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre, c'est bien sûr un proxy du cycle économique et l'or, c'est plutôt un actif dont on va essayer de se défaire quand la confiance revient, la confiance dans le cycle revient et bien sûr quand les taux remontent. Vous pouvez voir que le marché est très malin, très coquin, on va dire, puisqu'il a déjà bien travaillé ce thème et c'est même bien avant les vaccins, la fameuse annonce du 9 novembre du vaccin Pfizer. C'est déjà presque sur les plus bas qu'avait atteint le marché en mars que ce mouvement a commencé et il est absolument très violent et on va dire que cette rotation sectorielle n'est plus ni un bébé ni un adolescent mais commence déjà à avoir un âge certain. Si on regarde au niveau des titres, ce que donne cette rotation sectorielle, on se rend compte que la meilleure idée sur les 600 plus grosses capitalisations européennes depuis le début de l'année, et on ne l'a pas eu, je dois vous le confier, c'était d'acheter une agence de voyage. Donc, on n'aime pas donner des noms d'entreprises dont on ne va pas forcément dire que du bien. Donc, appelez-nous, envoyez-nous un petit mail, on vous donnera ce nom avec plaisir, mais on ne voulait pas le mettre sur la présentation. Vous n'aurez pas beaucoup de mal à la retrouver. C'est une société de tourisme intégrée avec 1600 agences de voyage. C'est une société qui est à cheval entre l'Allemagne et le UK, 355 hôtels, 150 avions, 15 bateaux de croisière. Donc, c'est une société qui faisait des ventes d'environ 20 milliards et qui gagnait 700 millions en 2019. Le chiffre d'affaires, vous imaginez avec ce qui s'est passé, a été divisé par 2. D'un gain de 700 millions, on passe à une perte de 3 milliards et le chiffre d'affaires en 2021 va remonter un petit peu, mais bien sûr, les pertes vont rester très, très, très fortes. Et avant 2025, 26, 27, en fait, on n'en sait rien du tout. En tout cas, les 20 milliards de ventes de 2019 paraissent très, très loin. Une société comme ça, aujourd'hui, on la paye quand même 0,5 fois du chiffre d'affaires après les 60% de hausse depuis le début de l'année, sachant qu'elle avait commencé déjà à progresser l'année dernière. Et pour ce prix-là, vous avez un bilan risqué, on va dire, dette nette sur EBITDA 3 fois. Et puis surtout, quand on regarde sous l'angle des CDS, qu'on a beaucoup regardé chez Finaltis, parce que c'est une mesure assez précise du risque tel que le perçoivent les obligataires en tout cas. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont oublié le fonctionnement des CDS, un CDS à 720, ça veut dire que pour assurer 10 millions de dollars de nominal de dette émise par cette entreprise, il faut débourser 720 000 dollars. Il faut débourser pour Air Liquide à peu près 25 000 dollars pour assurer 10 millions de dettes. Alors, de l'autre côté, il y a une société dont on ose à peine prononcer le nom, on ose à peine dire qu'on en a dans nos portefeuilles parce que ça ne fait pas très chic en ce début d'année, c'est Nestlé. Donc Nestlé, depuis l'annonce des vaccins, est un titre qui souffre énormément. Alors sur les derniers jours, on n'a pas voulu
changé le graphe, mais sur les derniers jours, elle est remontée un peu. Elle a réussi à se hisser à nouveau autour des 100 francs suisses. Ça ne change pas grand-chose au fait que le parcours est vraiment très, très médiocre depuis septembre. Ce qui, en fait, en ratio par rapport au MSCI Europe, ça se traduit par un titre qui est au plus bas en relatif donc, du MSCI Europe sur 10 ans. Ça n'arrive pas tous les jours. Pourtant, quand vous êtes actionnaire de Nestlé, vous captez 10 milliards de free cash flow annuel. Or, la participation dans L'Oréal, valorisée à 45 milliards, vous avez une exposition à 1800 marchés à fort potentiel de croissance. Vous êtes sur une société qui fait 80% de ses ventes dans des catégories où elle est soit leader du marché, soit numéro 2. Vous avez un management qui est incroyablement à la manœuvre et rapide pour faire tourner le portefeuille d'activité de Nestlé. Donc, il y a 75 transactions annoncées qui sont soit des marques, soit des filiales qui représentent 18% des ventes. Vous avez bien sûr un rating de grande tenue, du AA en l'occurrence. Vous avez un CAGR de 5% sur le café, encore plus élevé sur le pet food. Vous avez, on n'avait pas assez de place sur ces slides pour déclarer notre flamme à Nestlé. Vous avez aussi la nutrition qui est aujourd'hui 14% des ventes. Le docteur Marc Schneider, qui est le nouveau CEO de Nestlé, l'ancien président de Fresenius, mais développe beaucoup la nutrition et la santé. Il faut savoir que chez Nestlé, aujourd'hui, il y a des gammes spécialisées, notamment pour les allergies. Et demain, peut-être que les consommateurs de Nestlé, on les appellera les patients de Nestlé. Voilà, c'est une société qui évolue très vite et très fort, et pourtant, personne ne l'aime aujourd'hui. Alors, ça nous incite à parler de cette catégorie de sociétés qui, avec la crise, a beaucoup enflé. Donc, c'est les zombies. Alors, les zombies, en fait, c'est un concept très, très précis défini par des académiques aux États-Unis. Vous avez le droit de vous prénommer zombie quand votre entreprise ne génère pas assez de profit pour couvrir les intérêts de sa dette pendant 3 années consécutives. Donc, nous, vous savez que chez Finaltis, on adore les dividendes, les aristocrates du dividende, par exemple, ces sociétés qui sont capables pendant plus de 25 ans de verser des dividendes en hausse, 63 ans pour Procter & Gamble, par exemple. Là, vous êtes vraiment à l'autre bout du spectre, donc vous êtes dans des sociétés qui ont des très, très grosses difficultés, et vous voyez que là, c'est un compte de résultats qu'on a reproduit comme ça, avec des chiffres imaginaires, mais disons, le principe est très simple à comprendre. Vous faites du profit, mais une fois que vous avez payé les intérêts de votre dette, vous faites des pertes. Donc, les zombies, aujourd'hui, ce n'est pas du tout anecdotique aux États-Unis, ça l'était dans les années 2000. Alors, il y a des zombies en Europe, là, les statistiques sont toujours plus faciles à capter sur les États-Unis, c'est un marché plus profond. Donc, sur le Russell 3000, vous avez aujourd'hui près de 600 entreprises qui sont des zombies. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 20%. Vous voyez cette courbe qui croît dangereusement. Et vous avez parmi ces sociétés des grands noms comme Mattel, Ford, American Airlines, ou dans les équipements parapétroliers et transocéans. Il faut savoir qu'il y a des zombies qui s'en sortent. Il y a Boston Scientific, par exemple, ou Sprint en était sorti. Mais généralement, quand vous êtes zombie, vous le restez un certain temps. Alors, ces zombies ont aussi des airs de vampires. Pourquoi? Parce que quand vous captez du financement pour en fait sauver l'entreprise, ce financement, bien sûr, d'autres entreprises ne l'ont pas. Donc, on aboutit en fait à une très mauvaise allocation du capital, on va dire, puisque on est dans un processus d'éviction du financement vers les innovateurs, vers les sociétés qui portent le plus de gains de productivité. Et forcément, tout le monde sait qu'une croissance durable s'appuie sur les gains de productivité qui, du coup, sont captés par les zombies. Donc, aujourd'hui, vous savez qu'en Chine, l'année dernière, il y a eu plus de faillites qu'aux États-Unis. Donc, on s'est beaucoup moqué du système soviétique et on se moque du système chinois. Mais aujourd'hui, on peut se poser des questions existentielles sur le caractère capitaliste et libéral
de nos systèmes capitalistes depuis la Covid surtout, puisque l'allocation du capital que nous tous, petits gérants, chacun à notre mesure, faisons pour allouer du capital aux bonnes entreprises, en fait, ne se fait plus correctement, pollué qu'il est par l'action des banques centrales. Alors, au chapitre structurel, hein, Bruno en a parlé des méfaits, entre guillemets, des effets négatifs de l'intervention des banques centrales. Ce soutien qui est contre nature, hein, une crise dans nos systèmes libéraux d'équilibre d'offre et de la demande, ça purge et ça aide en fait à favoriser le processus de destruction créatrice. Or là, en augmentant le nombre de zombies, on fait tout l'inverse. Alors les systèmes qui sont moins libéraux, moins libres, on pense notamment à la Chine, institutionnalisent en fait des zombies, ils appellent ça des entreprises d'État, ils savent très bien que ça ne gagne pas d'argent, ça ne peut pas en gagner, mais ça permet de préserver l'emploi dans des zones qui ne sont pas forcément très riches en emploi. Dans des systèmes également moins libres, on en a un autour de nous, puisque la France est un grand spécialiste du maintien en vie d'entreprises qui sont structurellement extrêmement déficitaires. Et à l'extrême, on les nationalise, on appelle ça une administration, et tout va bien, en tout cas, tant que personne ne crie pour cet argent jeté par les fenêtres. Bon, ça, c'est structurel. Dans cette crise, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on a besoin de se raccrocher à des signaux positifs, et on a tous, et l'esprit humain est ainsi fait, qu'on a besoin d'entendre des paroles de gourous. Alors, il y a un gourou en ce moment, et nous qui nous intéressons beaucoup à la digitalisation de l'économie, évidemment, on est également branché sur le fil Twitter de ce monsieur qui s'appelle, on connaît tous, Elon Musk. Et Elon Musk, par un tweet on ne peut plus lapidaire, a suggéré d'utiliser Signal. Et ça a donné un truc absolument incroyable dans le monde covidé où les gens chez eux ont beaucoup d'argent, Bruno l'a signalé, hein, et notamment aux États-Unis, on a déversé énormément d'argent alors que le monde est en crise. Eh bien, on a une entreprise qui s'appelle Signal Advance, une société qui fait des dispositifs médicaux, hein, dont la capitalisation a explosé, elle a fait plus 60, enfin fois 70 en 2 jours. Alors, ce dont parlait Elon Musk, bien sûr, c'est Signal, mais c'est Signal, la messagerie sécurisée, qui n'est pas cotée. Donc là, on est sur un faux signal un peu inquiétant, mais qui est une conséquence anecdotique, certes, mais quand même lourde de cette crise qu'on est en train de vivre. Alors, revenons sur des choses plus structurelles et avant d'aller vers, à proprement parler, nos investissements et les fonds, gardons en tête quand même que ce qui est en train de se passer, il faut l'appeler une révolution technologique. La révolution digitale, c'est une révolution technologique, il y a une révolution de services autour de ces technologies. Ça accélère quelque chose qui est l'accrétion de la richesse. Et là, ici, si on la mesure par la capitalisation boursière, on voit que cette accrétion de richesse s'est accéléré très fortement puisqu'il a fallu 44 ans à Microsoft, qui est un titan digital en l'occurrence, pour dépasser les 1000 milliards de dollars de market cap, 42 ans pour Apple, un autre titan digital, 24 ans seulement pour Amazon, 21 ans pour Google. Et si on comparait cette technologie issue de la blockchain qui est la crypto-monnaie Bitcoin à une entreprise, eh bien, il a fallu 12 ans seulement à cette technologie disruptive des bitcoins, des crypto-monnaies bitcoin pour dépasser les 1000 milliards de dollars de market cap. Alors, les technologies dont on parle, quelles sont-elles? Chez Finaltis, on en parle mois après mois et on essaie de donner des exemples à chaque fois. Vous verrez quand nous mettrons en ligne cette présentation que vous pourrez cliquer et il y a des vidéos derrière. Donc, en l'occurrence, les 5 technologies qui sont en train 5 familles de technologies qui sont en train de révolutionner le monde. Elles sont ici avec quelques exemples. Donc, l'intelligence artificielle, on vous donne un exemple auquel on ne songe pas nécessairement. Bayersdorf, donc, qui fait des crèmes et des onguents, qui a fait un partenariat avec une société start-up biotech hongkongaise qui s'appelle InSilico Medicine, de manière à découvrir plus rapidement des principes actifs pour fabriquer des produits cosmétiques encore plus performants avec des effets secondaires sur la peau, par exemple, qui soient minorés. Bon, on ne passe pas forcément à Bayersdorf en matière d'intelligence artificielle et pourtant, le séquençage ADN, donc là, c'est peut-être un exemple auquel on songerait plus rapidement, c'est Roche.
Roche qui a racheté en fait une autre startup, il l'a racheté l'année dernière, qui s'appelle Stratos Genomics. Pourquoi? Parce que dans le séquençage ADN, il y a des technologies différentes et il voulait acquérir un savoir-faire particulier permettant d'aller beaucoup plus vite dans le séquençage de l'ADN en utilisant une approche qui s'appelle les séquenceurs de nanopores. Voilà, donc une technologie qui permet vraiment d'accélérer d'un ordre de multiples la vitesse de séquençage ADN. L'énergie verte, alors citer Airbus dans les énergies vertes, c'est un peu provocateur, si ce n'est que Airbus a un plan stratégique qui vise à mettre en service, pas à développer sur papier ou à travers CATIA, le logiciel d'Assaut Systèmes, mais en réalité à mettre en service un avion à l'hydrogène d'ici 2035. Et ce plan s'appelle le plan, très original d'ailleurs, zéro émission. Voilà. Mais donc Airbus est un exemple aussi de l'énergie verte. On ne pense pas nécessairement à Nestlé quand on parle de technologie blockchain. Or, la traçabilité, la blockchain, c'est le tiers de confiance qui vous assure de conserver la mémoire de ce qui s'est passé. Et donc, Nestlé utilise la blockchain, en l'occurrence une technologie développée en partenariat avec IBM, pour s'assurer que les composants qui sont intégrés dans ces produits, en tout cas dans certains de ces produits, sont sûrs. Et Nestlé a eu beaucoup à souffrir d'un scandale il y a quelques années sur le lait infantile. Beaucoup d'entre nous s'en souviennent et il est très important pour Nestlé d'être totalement certain et de rendre tous ses consommateurs et ses clients certains aussi, d'assurer ces clients que les composants qu'ils intègrent dans leurs produits sont sûrs. En l'occurrence, moi qui suis un fan de la purée mousseline, j'ai appris que, en l'occurrence, Nestlé utilisait cette technologie blockchain pour ma purée, pour me garantir que ma purée n'avait que de bonnes pommes de terre bien saines, pas trop modifiées génétiquement. Voilà. Et donc, autre plateforme technologique, la robotique. Alors, on a tous en tête, parce que c'est presque galvaudé maintenant, les drones, les fameux drones d'Amazon, qui sont largement du fantasme à ce stade. En revanche, on le sait peut-être moins, il y a 100 000 robots qui travaillent pour Amazon dans les entrepôts gigantesques de logistique d'Amazon qui leur permettent de livrer aussi rapidement. Voilà. Et au centre de tout ça, il y a une valeur qui est presque emblématique puisqu'elle cumule une prééminence sur 3 de ces technologies. En tout cas, elle les utilise extrêmement intensément. Il s'agit de Tesla, qui évidemment en matière d'intelligence artificielle, on en parlera, un lead absolument considérable, est au cœur de la révolution de l'énergie verte parce qu'ils ont une maîtrise et des savoir-faire sur la production et le stockage de cette énergie et notamment des batteries, et bien entendu en matière de robotique puisque leurs voitures sont en réalité des robots embarqués. Alors, passons maintenant à nos fonds et à la gestion spécifique de chacun des fonds, en commençant, tout seigneur, tout honneur, par ce qui est au cœur de notre savoir-faire, qui est Finaltis Titan, en matière de gestion discrétionnaire en action. Ceux d'entre vous qui ne sont pas comme moi, donc qui ont un œil très, très aiguisé, n'ont pas besoin comme moi de lunettes pour regarder ce camembert en bas à gauche, repéreront très rapidement ce qui peut sembler être un intrus, puisque Finaltis Titan investit sur les investment grade equity, comme on les appelle de l'autre côté de l'Atlantique. Or, c'est glissé dans ce camembert une petite part de double B, on y viendra, 2,3% du portefeuille, et un double B, chacun sait, ce n'est pas investment grade, on y reviendra, Bruno nous en parlera. Finaltis Titan investit sur des valeurs investies de façon flexible, sur les valeurs de type investment grade equity. Alors, cette flexibilité, en tout cas dans les chiffres, on ne l'a pas particulièrement utilisée en février, en tout cas dans le taux d'investissement qui a peu varié. Néanmoins, on le verra, on y reviendra avec Bruno, eh bien, il y a eu une rotation du portefeuille en février qui est conséquente. Simplement, ça a été une rotation quasi 1 pour 1 avec un taux d'investissement qui, lui, n'a pas beaucoup varié. Alors, qu'est-ce que nous avons fait et quel est ce supposément passager clandestin double B dans le portefeuille, Bruno? Voilà, alors fin du suspense immédiatement, il s'agit de Netflix, Netflix qui est rentré dans le portefeuille, qui a des qualités remarquables qu'on va détailler. Alors
sur le sujet du rating, en fait, vous savez que les agences de rating brillent pas par leur réactivité. On se souvient tous que 4 jours avant sa faillite, Enron était investment grade. Hein, donc, nous, on regarde de très près ce que fait Standard & Poor's et Moody's, mais on garde quand même un esprit critique. Et là, en l'occurrence, Netflix, si c'était une option, on pourrait dire que cette option est rentrée dans la monnaie avec une violence considérable et très rapidement. Et pour le moment, Standard & Poor's est à double B sur Netflix avec une revue positive. Donc, cette note, selon nous, on a la conviction que ça va devenir de l'investment grade très rapidement. Pourquoi? Parce que Netflix, après 20 ans où cette société a perdu de l'argent, on peut dire que le pari est gagné tout simplement parce que Netflix fait de la croissance, ça c'est pas nouveau, hein, avec un chiffre d'affaires, c'est impressionnant vu la taille de l'entreprise, mais un chiffre d'affaires qui peut croître de 20% aujourd'hui, mais surtout c'est une croissance rentable, hein, et on se dirige à terme, à 2022, sur des niveaux de résultats absolument prodigieux, puisqu'on parle de 6 milliards de résultats, on sera déjà à 2 milliards de résultats en 2020. La valorisation ne nous paraît pas excessive. Vous voyez le petit graphe en dessous, hein, ça fait 6 mois qu'on s'ennuie ferme sur Netflix, qui a été pris dans le drawdown du Nasdaq ces derniers temps. C'est une société qui a un bilan qui est tout à fait défendable. Et pourquoi on peut dire que Netflix rentre violemment dans la monnaie? C'est parce qu'on passe d'une situation d'une société qui est free cash flow négative et fortement négatif à une société qui aujourd'hui se pose des questions existentielles sur comment rendre de l'argent à l'actionnaire, parce que tout simplement, elle en génère trop et trop vite. Voilà ce qui nous a fait rentrer et convaincu de rentrer Netflix aujourd'hui dans le portefeuille. Alors, autre dossier qui a pas mal sous-performé ces derniers temps. Donc, nous, on a profité de cette baisse de Ferrari. En fait, on était rentré dans ce titre qui avait monté très vite. On l'avait vendu, ça avait continué à progresser derrière, et là, ça a baissé. Donc, on s'est retrouvé quasiment 12% plus bas que les niveaux de vente. Donc, on est revenu sur Ferrari, qui est de toute façon je dirais un véhicule récurrent que vous retrouverez dans la liste des titres de Finaltis Titan. Donc, c'est un profil très intéressant, je pense, pour un gérant aujourd'hui, justement, qui se casse pas mal la tête sur est-ce que je dois être pluri-open, stay-at-home, défensif, cyclique. Ferrari, c'est un petit peu tout ça. On remarque tous qu'ils ont eu une remarquable exécution pendant la crise. Ça a été, vous le savez, très difficile pour certains constructeurs, et même des constructeurs de luxe, hein. Je pense à Aston Martin qui a vécu une crise absolument cataclysmique en termes de production. Chez Ferrari, ça a délivré. Donc, il faut accepter de payer 2,6 fois la croissance sur Ferrari. C'est une société qui aujourd'hui est faiblement endettée, on va dire, en tout cas auprès des banques principalement, et qui n'émet pas de dette obligataire. Alors, on a vendu Givaudan. Alors, vous savez que sur Titan, en fait, notre style, c'est d'être très actif toujours sur des sociétés de grande qualité. Donc, quand on vend un titre, c'est pas du tout qu'on est fâché avec son business model. Givaudan, c'est une des plus belles sociétés suisses aujourd'hui. En revanche, il faut bien prendre en compte le mouvement qu'il y a sur les taux. Et bien sûr, Givaudan est un peu au cœur de la tourmente. Pourquoi? Parce que c'est des sociétés c'est une société avec une croissance très résiliente, très régulière, mais une croissance qui va tourner autour de 3, 4, 5%. Donc, bien sûr, quand vous voyez les taux suisses monter, c'est la courbe orange, très vite, vous avez une espèce d'aile de papillon, hein, un graphique en aile de papillon, c'est-à-dire une corrélation inverse entre les taux suisses et Givaudan. Donc, c'est un titre qui est en plus toujours relativement cher. On paye près de 3,5 fois la croissance, et on préfère conserver son très beau concurrent Symrise, et on reviendra bien sûr sur Givaudan. Mais aujourd'hui, avec les mouvements qu'il y a eu sur les marchés, on a des choses plus urgentes à faire. Alors, un petit point sur Fresenius, hein. Donc, on avait parlé de cette société qu'on connaît bien, dont le CEO l'ancien CEO est devenu le CEO de Nestlé. Donc, c'est pour dire qu'on a affaire à une entreprise plus que sérieuse, un leader mondial de la dialyse. Et il se trouve que le consensus était un peu
emballé avant les résultats. Le titre a très fortement corrigé, donc on en a acheté, on a pu vendre ça dans d'assez bonnes conditions. Et pour l'instant, là aussi, le titre a rebaissé derrière, mais on a des choses plus importantes à faire, notamment par rapport à la baisse qu'il y a eu sur les très belles valeurs de la technologie. Alors, le portrait robot du fonds aujourd'hui, le voilà. Alors, les contributions d'abord en janvier. En février. En février, pardon. On a écrit janvier, c'est une boulette. On a une petite boulette. Voilà. Donc, c'est bien de février dont on parle, hein, donc les valeurs sont bonnes. Vous voyez que Apple nous a coûté un peu d'argent, tout comme les mines d'or, on en a parlé un peu plus tôt, Unilever aussi et Thermo Fisher dans la santé. En revanche, on a eu un mix assez favorable, digitalo-pétrolier, on va dire, puisque dans ces moments-là, on est content d'avoir gardé du Chevron aux États-Unis et du Royal Dutch Shell en Europe, puisque c'est bien sûr, vous connaissez tous le parcours du baril et le parcours des sociétés pétrolières qui est remarquable ces derniers temps. Donc, le top 10 de Titan, vous l'avez là. Donc, vous comprenez le consommateur pour nous parfait, c'est quelqu'un qui mange des céréales Nestlé, qui roule en Ferrari, qui consulte régulièrement son profil Facebook en utilisant son Apple et qui au bureau a Office 365. Voilà, c'est le consommateur qu'il nous faut et c'est comme ça qu'est construit en tout cas le top 10 du portefeuille. Donc, Denis en parlait, un taux de rotation très important. Donc, l'exposition nette du portefeuille est restée autour de 80, mais ça a beaucoup bougé et en termes de mix géographique, on est toujours assez équilibré entre l'Europe et les États-Unis et on se garde du cash. Alors, Finaltis Digital Leader à présent, là, on est sur un fonds dont l'objectif est d'être en permanence investi pour capter la surperformance, la surcroissance liée à la prime de la digitalisation de l'économie, donc en investissant dans les sociétés qui en bénéficient le plus, soit qu'elles en sont elles-mêmes à l'initiative de cette digitalisation, soit qu'elles l'exploitent particulièrement en disruptant un secteur. Donc les performances sur février ont été bonnes, plus 2,6%, j'en parlais en début de notre présentation, et sur moyen et long terme, donc 3 ans, 18% analysé, un petit peu plus, c'est pratiquement 20% analysé sur 5 ans. Donc là, qu'avons-nous fait sur Finaltis Digital Leader au cours du mois de février? Là, je pense qu'on a bien écrit février. Oui, voilà. Voilà, là, donc les achats du mois, on est revenu sur Nvidia qui a 37 fois les résultats, c'est les soldes. Hein. Il faut accepter quand même de payer un peu de multiples sur ce genre de profil de société à très forte croissance, puisque là, on parle de chiffre d'affaires qui monte jusqu'à 30%. Donc, bien sûr, Nvidia est absolument incontournable dans le domaine des consoles de jeux, du cloud qui devient de plus en plus intelligent. Et aujourd'hui, ce mix cloud, intelligence artificielle, Nvidia est au cœur de cette révolution. Et on est sur une société qui génère beaucoup de free cash flow. Donc, vous voyez qu'il y a eu une belle correction quand même dont on a profité pour se renforcer. On a profité aussi de la correction pour se renforcer sur Shopify, qui est encore plus avec la pandémie, hein, j'ai envie de dire, mais bien heureusement, Shopify n'a pas dû attendre la pandémie pour s'imposer comme un acteur incontournable de l'e-commerce. Donc aujourd'hui, soit vous avez des produits et vous n'avez pas une histoire à raconter, vous pouvez appeler Amazon et vendre vos produits directement sur Amazon. Mais si vous voulez avoir une galerie marchande en ligne, un commerce en ligne, et aujourd'hui on sent bien que ça s'impose, c'est bien sûr les solutions Shopify que vous allez retenir. Shopify vous met au cœur d'un écosystème qui vous permet d'être lié aussi bien à Facebook, à Alipay. Et donc là, on est sur des croissances de chiffre d'affaires absolument vertigineuses, hein, puisqu'on a en 2020, on était à 80%, ça va croître encore très très vite en 2021. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est aujourd'hui une société qui pèse plus lourd en bourse que SAP et c'est, de notre point de vue, totalement justifié, même si on aime SAP également. Alors, on s'est allégé en revanche sur VMware. VMware, c'est une société très brillante qui est le leader mondial de l'accompagnement des entreprises pour la virtualisation.
vous travaillez sans doute les uns et les autres de plus en plus dans des entreprises qui sont virtualisées. Finaltis, en tout cas, est virtualisé. Nos PC au bureau ne font que de la visualisation en fait, de traitements qui sont faits dans notre cloud. Bien sûr, ce métier devient aujourd'hui beaucoup plus mûr, puisque beaucoup de sociétés ont basculé. Et donc, il nous paraissait qu'il y avait des choses dans le marché un peu plus attrayantes à faire. Et vous voyez d'ailleurs que le cours de bourse, ce n'est pas un argument en soi, mais s'endort un peu. Il ne réagit plus vraiment ni à la hausse ni à la baisse. Et donc, on pense qu'il y a des choses bien plus importantes à faire pour nos investisseurs. Alors, portrait robot du fond, là encore. Donc, d'abord, les contributions. Donc, c'est bien février. On a Amazon, Salesforce, Baba, Equinix, le leader mondial des centres de données, et Apple qui nous ont coûté un peu d'argent. Et de l'autre côté, Shopify, PayPal, Alphabet, Mastercard et Trip.com, qui était un peu une partie, on va dire, un peu plus dans le cycle économique, un peu plus reopen dans ce fonds digital. C'est une agence de voyage, mais qui a l'avantage d'opérer en Chine, où, vous le savez, globalement, les gens peuvent voyager sans trop de problèmes à l'intérieur du pays. Le top 10, on a beaucoup de variétés là aussi. On a de la variété géographique, donc on a de l'Europe avec Dassault et SAP. On a du GAFA américain, bien sûr. On a très haut Activision. Vous avez compris autour de vous que dans cette crise du Covid, les gens désinvestissent leur identité réelle et investissent de plus en plus leur identité numérique, notamment chez les jeunes. Donc voilà, c'est sans doute inquiétant à terme, mais en tout cas, ça fait les affaires d'Activision. Vous voyez qu'on est très diversifié en termes de thématiques. Même si on a toujours ce bloc logiciel cloud qui, je dirais, a toujours été présent à peu près entre 25% et un tiers du fonds depuis 3 ans et qui explique les bonnes performances. Alors, un mot sur Tesla, qui a intégré le portefeuille Digital Leader. C'est un titre, comme le disait Denis, qui capitalise sur 3 plateformes qui transforment nos sociétés, donc la robotique, l'IA et le stockage de l'énergie. On voulait, par cette slide, rappeler à nos investisseurs que Tesla a une avance faramineuse sur le numéro 2, qui n'est pas un petit joueur, puisqu'on parle de Alphabet et donc de sa filiale dédiée à la conduite autonome, Waymo. Mais l'avantage déterminant de Tesla, c'est tout simplement d'avoir aujourd'hui un parc de voitures très important. Et vous avez en tête le fait que Tesla accélère énormément ses ventes. Donc, à chaque fois que vous achetez une Tesla, vous faites un chèque à Elon Musk, mais en plus, vous lui faites un deuxième cadeau, c'est que vous allez participer à lui amener beaucoup de données, énormément de données. Et Tesla collecte, comme on vous l'écrit là, 650 fois plus de données que son concurrent immédiat Waymo. Et vous savez que les algorithmes d'intelligence artificielle, ce n'est pas les algorithmes qui sont intelligents. Les algorithmes ne peuvent devenir intelligents qu'à partir du moment où ils sont nourris par beaucoup de data. Et c'est pour ça qu'on pense que l'avantage de Tesla est déterminant. Et je ne sais pas si faut le chiffrer en années, 3, 5 ans, 6 ans, mais ils sont très très loin devant les autres. Ce travail sur l'intelligence artificielle et la conduite autonome permet donc, sur cette petite vidéo que vous allez voir là, aux véhicules de pratiquer en cas d'urgence des évitements. Vous voyez, à la vitesse à laquelle ça se passe, on n'est pas sûr qu'un conducteur humain aurait eu la lucidité d'aller sur la voie de dégagement sur le côté. Et là, en l'occurrence, le conducteur a été sauvé et sain et sauf suite à cet incident, grâce à sa voiture. Un point sur Apple. Apple, c'est
c'est bien sûr le côté fun, les montres, la musique, la vidéo, etc. Il y a des choses qui nous intéressent tout autant chez Apple, qui sont beaucoup plus, dont on parle beaucoup moins, bien sûr, qui sont l'entrée, qui est l'entrée d'Apple dans le gravage de puces. Donc, Apple produit désormais, depuis novembre 2020, sa première puce. Ils l'ont conçue et c'est une puce qui est utilisée aujourd'hui dans leurs ordinateurs portables, qui non seulement offre une puissance de calcul très supérieure à la génération précédente, mais aussi une diffusion de chaleur bien moindre, ce qui permet au tout dernier MacBook de ne pas avoir de ventilateur, ce qui est une petite révolution pour un ordinateur portable, puisque souvent les utilisateurs qui utilisent très longtemps, pendant plusieurs heures d'affilée, en période de confinement par exemple, leur ordinateur portable, se plaignent de la chaleur dégagée par le boîtier. Et là-dessus, Apple, grâce à ces technologies, a fait de grandes avancées. D'une manière plus profonde, en fait, ce à quoi on assiste, et Apple est à l'avant-garde de ce mouvement, on assiste à une fusion entre les puces et les environnements logiciels des smartphones et des ordinateurs portables. Vous voyez que quand vous utilisez un smartphone, de manière assez curieuse, on va dire, les pages s'ouvrent beaucoup plus vite que sur votre PC. C'est tout simplement parce que les technologies utilisées sur les smartphones sont plus efficaces, et c'est celles-là qui vont doucement migrer sur les machines qu'on utilise tous les jours pour travailler. Alors, avant de parler d'Adienne, peut-être Bruno, un point sur Apple. Donc là, comme Bruno l'a dit, Apple a développé cette puce et il s'est allié avec un fondeur spécialiste des microprocesseurs qui est TSMC. TSMC, c'est Taiwan Semiconductor Company. Et en l'occurrence, on boucle avec ce qu'on évoquait en tout début de cette présentation, à savoir que Taïwan, dans la fourniture des pelles de la digitalisation, de même qu'on fournit des pelles pour la ruée vers l'or, et bien dans la digitalisation, il faut des puces. Et Taiwan Semiconductor, comme son nom l'indique, est basé à Taïwan, et une grosse partie de la production mondiale de ces puces et de l'innovation en la matière est à Taïwan. Donc vous imaginez la disruption de la disruption qu'on pourrait connaître, au-delà de toute considération politique, humaine ou quelle qu'elle soit, en restant simplement dans notre vecteur économique, dans notre univers, ce qui se passerait s'il y avait des incidents, et pire peut-être, sur l'île de Taïwan ou dans le détroit entre la Chine et Taïwan. Voilà, juste avant Adienne peut-être. Oui, alors c'est juste pour… en fait, vous ne pouvez rien lire. C'est fait exprès. C'est exprès, je vais dire. Non, mais c'est juste pour vous rappeler que derrière notre travail d'investisseur, avant d'acheter ou vendre, on fait, comme c'est bien normal, de la recherche. On passe du temps à faire des investment cases. Donc, vous avez compris que sur Transocean ou Mattel, on ne vous aidera pas beaucoup, ni sur les agences de voyage. En revanche, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de vous-même ou pour vos clients de creuser certains dossiers ou d'avoir une fiche synthétique. Voilà, on a un stock guide qui commence à bien se remplir, sur lequel on sera ravi de partager avec vous. Bien. On en a terminé avec cette présentation formelle que Bruno et moi voulions vous livrer. Aujourd'hui, traditionnellement, on prend une ou deux questions dans le chat ou qu'on a reçu par SMS ou qu'on a reçu par email. Afin de respecter le temps qui nous est imparti, une fois n'est pas coutume, on ne va pas prendre ces questions. Cette fois-ci, je préférerais utiliser, si vous en êtes d'accord et vous n'avez pas le choix, puisque c'est nous qui tenons le micro et vous ne pouvez pas nous en empêcher, si ce n'est en éteignant votre ordinateur, je vais utiliser les 2 minutes qui nous sont imparties. On répondra aux questions directement aux personnes qui nous les ont posées, mais les 2 minutes qui nous restent, ou la minute et demie qui nous reste, je voulais la consacrer à trois informations que je voulais vous livrer. D'abord, cette vidéo, comme chaque mois, sera d'ici, je pense, lundi, disponible avec un lien sur notre site internet. Et on a décidé chez Finaltis d'ouvrir en fait au public notre chaîne YouTube.
avec toutes ces vidéos mois après mois, ce qui est de notre part un acte de mise à nu assez fort, puisque vous pourrez dans 1 an, 2 ans nous dire, mais attendez, toi Denis, tu as dit tel jour, telle année, ce truc-là, et tu avais dit absolument n'importe quoi. Voilà, donc justifie-toi s'il te plaît. Ça va être absolument, on va vivre un peu ce que peut vivre notre ministre de la Santé quand on lui rappelle qu'il y a 1 an maintenant, puisque ça fait 1 an que cette histoire absolument dramatique a commencé, en tout cas pour notre pays, qu'il nous avait absolument interdit de porter le masque, que c'était inutile, voire dangereux. Ça, on peut lui rappeler. Donc, vous pourrez faire la même chose avec nous grâce à cette chaîne YouTube. Et enfin, dernière annonce, on en est très fiers chez Finaltis. Ce n'est pas digital du tout, mais on aime les livres. Et en l'occurrence, voici la dernière mouture. Elle nous a été livrée par notre imprimeur ce matin. Et Bruno et moi aurons le plaisir de vous l'offrir. On va vous l'envoyer, Covid oblige, par courrier. Mais si vous voulez bien nous faire l'amitié de venir nous voir sur les Champs-Élysées, parfois on se sent un peu seul en regardant nos beaux trottoirs là des Champs-Élysées assez vides, on vous le dédicacera avec grand plaisir. Donc l'édition de mars, c'est la 9e édition d'Histoire des Titans, 9e déjà. On l'a enrichi, 64 histoires des Titans mises à jour, et on a fait travailler toute l'équipe en fait sur ce dossier. Voilà. Donc avec plaisir, on vous l'adresse par la poste et on sera encore plus heureux de vous le dédicacer en présence, en présentiel, comme on dit maintenant. Donc en tout cas, entre nous. Voilà. On vous remercie vivement de votre attention. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis, tout simplement, on se réjouit de pouvoir vous revoir en présence dans nos bureaux quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous, chez Finaltis. Bonne fin de journée. Merci de votre attention. À bientôt. Merci, à bientôt.